L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'Hebdo Politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78. Et pour l'épisode 240, mon invité est ce soir le député des Yvelines, Bruno Millienne. L'hebdo politique. Bruno Millienne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc député de la 9e circonscription des Yvelines, qui comprend notamment Houdan, Aubergenville et Les Mureaux. Vous êtes également porte-parole du MoDem, le parti donc, de François Bayrou et qui fait partie de la majorité présidentielle. Vous avez 63 ans et êtes député depuis 2017. Auparavant, vous avez eu une carrière de journaliste sportif. C'est vrai. Vous étiez donc d'abord spécialisé dans le tennis et le golf. Vous exerciez notamment sur France Télévisions et Eurosport. Vous avez ensuite été pendant quelques années directeur de la continuité de l'antenne du groupe M6. Votre engagement politique débute, lui, en 2007. Vous rejoignez le MoDem, qui venait à l'époque tout juste d'être créé. En 2014, vous devenez conseiller municipal à Jumeauville, petit village de 600 habitants. Et en 2015, vous êtes élu conseiller régional d'Île-de-France sur la liste LR-UDI MoDem de Valérie Pécresse. Avant donc de devenir député, en 2017, vous avez ensuite été réélu une deuxième fois en 2022. Vous êtes aujourd'hui vice-président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Vous êtes très investi sur les questions environnementales et énergétiques. Alors ces derniers mois d'abord, on va nous reparler encore, on a beaucoup parlé de la réforme des retraites. Vendredi, le Conseil constitutionnel a donné son avis sur le texte. Alors à l'heure où nous enregistrons cette émission, nous ne connaissons pas encore leur décision. En cas de validation, est-ce que cette séquence des retraites sera définitivement close pour vous ou pas ? Non, je pense qu'elle ne sera pas close parce que toutes les explications n'ont pas été données. Après, le Conseil constitutionnel, vous avez bien vu les pressions que les gens essayent d'exercer sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est là pour juger en droit de la validité d'un texte. Il n'est pas là pour émettre une opinion, qu'elle soit politique, sociale, démocratique, peu importe. Ils sont là pour juger la validité juridique du texte. Donc ils s'exprimeront. Je ne suis pas persuadé qu'il y aura une validation complète du texte, parce qu'il y a quelques articles dans le texte qui sont sujets à caution, en tout cas au niveau de la Constitution, et ils feront leur boulot comme ils l'ont fait pour tous les textes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'entends un petit peu les chaînes d'infos parler du verdict du Conseil constitutionnel, vous avez ceux qui vont dire « Ah, bah, si jamais le Conseil constitutionnel donne raison au gouvernement, mais oui, mais c'est que des gens qui ont été nommés par le président, donc ils sont à la solde. » Et puis ils diront l'inverse, et effectivement, ils invalident le texte en disant « Ah, c'est des sages, ils sont formidables, ils ont invalidé le texte. » Donc respectons, il faut absolument respecter les décisions du Conseil constitutionnel, car c'est la plus haute juridiction de l'État. Et au cours de la Ve République, elle a quand même donné des avis qui étaient très intéressants et qui étaient objectivement de bons avis, en tout cas sur le plan juridique. Donc il ne faut pas qu'il y ait de contestation sur ce que va donner le Conseil constitutionnel comme avis. À partir de là, et quelle que soit la décision, ça m'étonnerait qu'on en ait fini réellement avec l'histoire de la réforme des retraites. Pendant ce temps-là, la Première ministre Elisabeth Borne a souhaité montrer son ouverture au dialogue. Ces 2 dernières semaines, elle a reçu les représentants des différents syndicats et des différentes oppositions, même sur des sujets clivants, comme celui de la réforme des retraites. On sait que les discussions n'aboutiront pas sur des compromis, mais est-ce que c'est quand même utile, vous, au MoDem, vous avez longuement appelé à ce dialogue social, justement? D'abord, on a longuement appelé à ce dialogue social, et puis surtout, on ne l'a pas rompu. C'est surtout ça l'important. Et si vous regardez bien, si on met un petit peu tout le côté affectif qui tourne autour de la réforme des retraites, en fait, en dehors de l'âge de départ légal à la retraite, qui est un point de dissensus assez fort, ce qui remonte quand même du terrain quand on écoute bien les manifestants, et il faut bien les écouter, ça concerne plus le travail que la retraite. Alors vous me direz, tout ça est imbriqué. En fonction de comment on construit sa carrière, on a une retraite qui correspond à la carrière qu'on a construite. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur cette loi sur le plein emploi, telle qu'elle est nommée par le gouvernement. Mais pour le coup, on a vraiment besoin des corps intermédiaires. On ne peut pas faire ça sans eux. Ça me paraît impossible. Et je pense que le MoDem fera, entendre sa voix si d'aventure ça devait arriver. Alors, non seulement il faut que les organisations syndicales autour de la table, mais il faut l'ensemble des partis politiques. Parce que cette loi travail, appelons-la comme ça, elle est très importante justement pour essayer de gommer les irritants de la réforme des retraites, parce que de la retraite que vous allez avoir dépend
votre carrière professionnelle, et il y a beaucoup de choses à faire. Alors le MoDem soutient Emmanuel Macron depuis 2017 et fait partie donc de la majorité présidentielle baptisée Ensemble, un soutien qui n'exclut pas quelques divergences parfois. Ensemble, ça ne veut pas dire qu'un unanimisme qui efface les identités et les différences, a dit François Bayrou lors du congrès du parti d'Édouard Philippe. Horizon, sur les retraites, vous avez été parfois critique sur la méthode employée par le gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord aussi pour parler de crise démocratique ? Non, je ne pense pas que ce soit une crise démocratique, que ce soit une crise sociale, ça très certainement, mais ce n'est pas une crise démocratique parce que la Ve République, la Constitution de 58 a été respectée. Le gouvernement s'est servi des outils de la Constitution et en cela, ce n'est pas une crise démocratique. Je vais dire une chose qui va plaire à personne, mais si vous prenez ne serait-ce que le 49.3, si vous en faites la lecture telle que l'ont voulu Debré et De Gaulle, le 49.3, donc l'article 49 alinéa 3, c'est sûrement l'article et l'alinéa le plus démocratique de la Constitution. Pourquoi ? Parce qu'il permet de répondre à un gouvernement qui pense que sa loi est tellement importante pour le pays qu'il ose braver le Parlement, le Sénat et la population, donc il engage sa responsabilité. Et le pouvoir du Parlement, derrière, c'est de poser une motion de censure pour faire tomber le gouvernement en disant non, la voix du peuple vous dit le contraire, et vous avez perdu, c'en est terminé de ce gouvernement. Bon, ça c'est l'esprit du 49.3. Nous, on voulait vraiment voter. Je me suis exprimé là-dessus. On a une vraie frustration à ne pas voir voter. Pas voir voter au premier tour, parce qu'il y a eu cette obstruction manifeste des gens de la NUPES. Avec ces milliers d'amendements. En particulier de la France Insoumise. Vous vous souvenez de l'épisode où Jean-Luc Mélenchon est même intervenu dans le débat, alors qu'il n'est même plus député, en disant non, il ne faut pas aller à l'article 7, il ne faut pas voter le recul de départ à l'âge de la retraite. Moi, j'aurais au moins voulu qu'on aille là, que chaque député puisse s'exprimer en son âme et conscience sur le fait qu'on retarde de 2 ans l'âge de départ à la retraite. Ils ne l'ont pas permis. Donc ça, c'était la première frustration. Deuxième frustration, en retour du Sénat, eh bien, il y a le 49.3 qui tombe et je suis vraiment frustré parce que j'aurais voulu m'exprimer, j'aurais voulu que chaque député, en son âme et conscience, prenne ses responsabilités et puisse s'exprimer là-dessus. Bon, ça ne s'est pas fait. La Ve République est bien faite, les institutions sont solides. Maintenant, c'est dans les mains du Conseil constitutionnel et on va voir ce qu'il adviendra de cette réforme des retraites. Je voudrais à présent, Bruno Millen, qu'on revienne en 2017 pour revoir un petit peu les bases de l'alliance entre donc MoDem et La République En Marche. Cette alliance, elle reposait sur 4 piliers principaux. Une alternance véritable dans les pratiques et les orientations politiques d'abord, une vie politique plus moralisée, ensuite la reconnaissance de la valeur et de la rémunération juste du travail et le respect du pluralisme politique et avec une instauration notamment de la proportionnelle aux élections législatives. Alors aujourd'hui, 6 ans après donc, que cette alliance a été scellée entre Emmanuel Macron et François Bayrou, est-ce que vous estimez avoir été suffisamment loin sur ces 4 points précis ? Au moins pour la moitié d'entre eux, je veux dire les 2 premiers, rappelez-les-moi de mémoire. Alternance véritable dans les pratiques et les orientations politiques. Oui, parce qu'on s'est quand même basé sur quelque chose qui n'existait pas avant et qui nous allait bien, c'est qu'une idée, elle est bonne parce qu'elle est bonne, pas parce qu'elle vient de la droite ou de la gauche. On avait au départ de ce projet 2 jambes. On a beaucoup travaillé sur la première, parce que c'est la première qui était importante pour libérer l'économie. C'était justement la partie de libération de l'économie. On a fait beaucoup pour les entreprises. Alors beaucoup nous le reprochent en disant « vous avez fait des cadeaux aux entreprises ». Je vous donnerai qu'un chiffre. D'accord ? En 2017, quand on est arrivé, l'impôt sur les sociétés représentait à peu près 27 milliards d'euros. En 2022, alors qu'on a fait des cadeaux fiscaux aux entreprises pour 25 milliards, l'impôt sur les sociétés, c'est 62 milliards. Je ne connais pas de meilleur rendement en termes d'investissement, honnêtement. Et c'est pas tout, on a créé 1 200 000 emplois. Je ne vous parle pas des presque 1 million d'apprentis qu'on a formés. Donc on a mis en place le redémarrage économique de la France et notamment la réindustrialisation de la France. Puisqu'aujourd'hui, on crée plus d'industrie qu'on en supprime. On crée plus d'emplois industriels qu'on en supprime, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans. Donc ça, les gens ne le voient peut-être pas, mais notre taux de chômage aussi bas, une économie qui va bien, c'est bien parce qu'on a fait ces cadeaux-là aux entreprises. Il reste la deuxième partie qu'il faut qu'on reconstruise, ou qu'on construise, ou qu'on reconstruise plus exactement, c'est la partie sociale. Et là, on a un vrai boulot, parce que le rapport au travail a changé. Notamment, et ça s'est accéléré avec la crise du Covid,
les priorités des gens par rapport au travail ne sont pas les mêmes. Moi, de mon temps, on s'engageait dans une carrière, on restait dans notre carrière toute notre vie, et puis on ne se posait pas de questions, et on y allait, et a priori, c'était satisfaisant. Aujourd'hui, les gens ont besoin de trouver un sens à leur emploi. Vraiment besoin de trouver un sens. Sinon, ils en changent. Sinon, ils bougent. Sinon, ils sont même prêts à gagner moins d'argent, mais dès l'instant où ils trouvent un sens à donner à leur vie, pas seulement familiale, pas seulement privée, mais aussi professionnelle. Donc c'est pour ça que la loi travail est très importante, parce qu'il faut qu'on réorganise avec les forces syndicales cette nouvelle façon d'appréhender le travail. Ça, c'est le boulot qui nous reste à faire, et ça sera sûrement le boulot le plus social qu'on pourrait faire, donc la deuxième jambe. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on le réussisse et qu'on le fasse avec les organisations syndicales notamment. J'aimerais maintenant parler avec vous d'un projet donc, du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui veut faire de la France la première industrie verte en Europe. Vous avez 2 heures devant vous. Il faut décarboner donc, les sites industriels français. L'industrie est aujourd'hui responsable de 19% des émissions de CO2 en France. Alors 29 propositions ont été publiées. L'enjeu, c'est donc d'abord de relocaliser notre industrie, on le sait, qui a été délocalisée pendant plusieurs années. Déjà, précision, effectivement, 19% des émissions de gaz à effet de serre pour un pays comme la France qui ne représente que 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Il faut bien que les gens aient ça en tête quand même. Deuxième chose, il fallait qu'on allie à la fois ce pari de l'industrie verte avec le pari de la compétitivité. Or, on sait très bien que la compétitivité sur le territoire national, c'est pas le vecteur prix du produit final ou du service rendu qui va nous rendre compétitifs. On est battu par les Chinois, on est battu par les Américains, on est battu par beaucoup de pays en termes de prix facial et final. Donc il fallait qu'on trouve quels étaient les atouts de la France. Et le premier atout de la France, c'est son énergie décarbonée. Il n'y a que 2 pays en Europe qui sont capables d'avoir une énergie aussi décarbonée, c'est la France et la Suède. À partir de là, on a construit, pour ce qui concerne mon groupe de travail, l'idée de mettre en place un standard pour les entreprises, qui est un standard basé sur le volontariat, les entreprises ne sont pas obligées de le prendre, ne sont pas obligées de demander la certification, qui s'appelle Excellence environnementale européenne, dans lequel on va rentrer une trentaine, je n'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas pas plus de 30 normes environnementales économiques les moins contestées ou les plus incontestables au monde, qui sont facilement appréhendables par les entreprises. Et on va rajouter 2 choses en chapeau de ces normes-là. C'est un bilan carbone un peu simplifié pour les TPE et les PME parce qu'il est un peu compliqué, et surtout l'analyse du cycle de vie. Parce que l'analyse du cycle de vie, ça permet de pondérer le prix du produit en fonction du coût carbone qu'utilise la manufacture de ce produit. Et là, pour le coup, on devient très, très compétitif. Et comme c'est un standard qui est volontaire, qui va tenir compte à la fois de la taille des entreprises, du temps qu'il leur faudra pour celles qui décarbonent, ou encore du secteur, on pense bien embarquer toutes les entreprises. On compte bien aussi récupérer les financements verts qui aujourd'hui sont un peu perdus. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans la green tech, on va appeler ça au sens large, et la décarbonation, sauf qu'ils ne sont pas persuadés que les entreprises sur lesquelles ils investissent sont des entreprises qui font vraiment de la green tech ou de la décarbonation. Ils ont peur du greenwashing. Avec ce standard-là, c'est la garantie que leurs investissements seront respectés. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la croissance industrielle et la transition écologique? Non, contrairement aux écolos qui prônent la décroissance, nous, on est persuadés qu'on peut avoir une croissance qui sera sûrement moins importante. On va pas se mentir, hein, les croissances à 2 chiffres, c'est terminé. On peut avoir une croissance raisonnable qui fasse aussi le virage écologique et énergétique dont on a besoin. Une concertation donc est organisée, les acteurs économiques sont invités à donner leur avis jusqu'au 24 avril. C'est toujours dans cette optique d'ouverture au dialogue et de co-construction, ce qui est promu en tout cas par votre parti, le Mouvement démocrate. Oui, mais ça me va bien parce que ce qu'a entrepris Bruno Le Maire, en fait, avec ce projet de loi, c'est un petit peu ce qui avait été entrepris pour la loi Pacte, qui a beaucoup débloqué l'économie. Alors on l'a fait de manière un petit peu plus resserrée, on va atterrir sur un texte moins grand, moins lourd, moins gros que Pacte, mais pour plus d'efficience. Et c'est effectivement comme ça qu'il faut qu'on travaille. Alors le projet de loi, il devrait arriver à l'Assemblée nationale environ au début de l'été. Quels sont encore les points de négociation, les points qui sont en discussion? Sur ce qui concerne mon groupe de travail, qui sera sûrement le groupe de travail où il y aura le plus de réglementaire, donc le moins de légistique, on continue le travail encore dense, qui nous reste à faire, notamment sur l'écriture du standard,
qui va être pas simple, mais on va s'entourer des gens qu'il faut pour le rendre compréhensible et efficient. Pour les autres groupes de travail, sur la partie financement, il va y avoir sûrement des trucs logistiques, sur la partie territoriale aussi. Donc tout ça, les consultations continuent. Nous, on continue à travailler ici de notre côté, mais pour le côté plus réglementaire. Et le tout est d'arriver à une espèce de consensus général sur le texte qui va nous permettre, je l'espère, de le faire passer dans les meilleures conditions possibles. J'aimerais revenir à présent sur une proposition de loi qui vous a un petit peu agacé. La semaine dernière, les écologistes ont pu présenter lors de leur niche parlementaire plusieurs propositions de loi. C'est celle donc de votre homologue député de Paris, Julien Bayou, député écologiste, qui souhaitait l'interdiction des vols en jet privé. Vous avez donc évidemment voté contre cette proposition de loi. Pourquoi ? Parce que j'aimerais que les écologistes fassent de l'écologie, qu'ils ne s'arrêtent pas juste au symbole. Alors je comprends bien que les jets privés, c'est un symbole. D'ailleurs, on ne va pas rester sans réagir. On va augmenter les taxes, notamment sur les carburants, pour limiter les vols en jet privé. Mais je vous ai dit tout à l'heure, la France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Les jets privés, sur l'activité aérienne française, c'est 0,07% d'émissions de gaz à effet de serre. Autant dire peanuts. L'aviation mondiale globale, tout confondu, c'est 3% des émissions. Donc il faut faire des efforts ailleurs, c'est ça que vous dites ? Bien sûr. Comme je l'ai dit dans l'hémicycle, je n'ai aucune proposition des écologistes sur la rénovation thermique des bâtiments. Aucune. Rien. Je n'ai aucune proposition des écologistes sur le transport routier. Rien. Je n'ai rien sur l'industrie. Voilà, on va voir comment ils vont réagir sur l'industrie verte. Mais je n'ai aucune proposition. Leur seule proposition, c'est d'interdire. On a essayé avec Delphine Batho sur une proposition de loi qui était la proposition de loi sur l'interdiction des panneaux de la publicité lumineuse. On a transformé un peu le texte pour essayer d'avancer plus vite dans l'efficience, notamment sur la pollution lumineuse nocturne. Eh bien, parce qu'elle n'avait pas obtenu gain de cause sur l'interdiction, elle a retiré son texte. Donc moi, cette écologie de l'interdiction, je ne la comprends pas. C'est vraiment un concept qui, pour moi, n'a rien à voir avec l'écologie. Franchement, il faut qu'il se remette en question. L'hebdo politique. Toujours avec Bruno Millienne, député de la 9e circonscription des Yvelines et porte-parole du MoDem. Alors, dans la situation régionale, la situation ne s'arrange pas sur le plan de la sécheresse, en tout cas dans le département des Yvelines. À certains endroits du département, le niveau des nappes phréatiques est exceptionnellement bas pour la saison, et ce malgré donc les pluies du mois de mars. Au niveau national, le gouvernement a présenté un plan eau. L'objectif, donc, réduire de 10% les prélèvements en eau d'ici 2030 pour inciter les Français. Une tarification progressive de l'eau pourrait être mise en place. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous ? Alors, il n'y a pas que ça dans les bonnes idées. La première des bonnes idées qui aurait dû être faite depuis longtemps, et j'en veux aux grands groupes, je suis désolé de le dire, mais dans la facture d'eau que vous payez, vous et moi, il y a une partie de taxe qui est pour l'entretien des réseaux. Or, 1/5 de l'eau potable que vous avez au robinet part dans la nature. Et pour moi, ça, c'est juste inconcevable. Nous tous, citoyens, nous payons pour l'entretien des réseaux, et l'entretien des réseaux n'est pas fait. Donc il va y avoir un gros effort de fait. Je crois que le gouvernement va mettre plus de 100 millions d'euros sur la table pour l'entretien des réseaux. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, qui est une aberration en France, mais bon, voilà, c'est comme ça, et enfin on va s'y attaquer, c'est qu'on n'utilise pas l'eau recyclée. On ne recycle pas notre eau. Je vous rappelle, plus de 80%, 90% en Israël. Alors évidemment, Israël n'a pas pu faire autrement parce que de l'eau potable, ils n'en ont pas. Mais malgré tout, on aurait pu se poser la question avant. Et même pour nos agriculteurs, c'est important. Vous prenez par exemple une station d'épuration qui reverse l'eau qui a été traitée dans la rivière qui passe à proximité. Si vous avez un agriculteur qui est au bord de la rivière, aujourd'hui, il n'a pas le droit de prélever. Or, c'est un flot continu, il pourrait très bien prélever 10 à 15% sans aucun problème pour ses cultures. Donc ça, il faut qu'on travaille là-dessus. Je vous prends un autre exemple. Si vous travaillez dans l'élevage porcin, quand vous faites de l'agro-industrie avec les porcs, que vous préparez tout ce que mangent les Français, il y a un gros travail de nettoyage qui est fait avec de l'eau potable. C'est ça l'aberration. À la fin, ils recyclent l'eau parce qu'ils n'ont pas le droit de rejeter l'eau sale comme ça dans les rivières, et c'est bien normal, ils recyclent l'eau. Ils la recyclent tellement bien qu'elle devient pure et impropre à la consommation. Donc ils sont obligés de la reminéraliser avant de la rejeter dans la rivière. Et eux-mêmes nous disent, autorisez-nous à utiliser l'eau recyclée, et finalement, en prélèvement d'eau potable, on ne prendra que 80% de ce qu'on utilise. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus.
Les retenues collinaires, je préfère parler des retenues collinaires que des bassines. Vous avez vu le dernier jugement du tribunal de Poitiers qui a été rendu là il y a 2 jours, qui valide les bassines, notamment Sainte-Soline. Donc ça suffit maintenant. Même dans le rapport du GIEC, il est marqué qu'il va falloir qu'on fasse des retenues collinaires, enfin donc des retenues d'eau. On a des milliards de mètres cubes d'eau qui tombent du ciel et qui partent à la mer. Il faut qu'on les récupère parce qu'on va être en plein stress hydrique. Donc tous les moyens qui sont bons pour récupérer l'eau, en faisant attention à ce qu'on fait, bien évidemment, il faut qu'on le fasse et qu'on sorte des dogmes hallucinants. Moi, je ne connais pas d'agriculture qui existe sans eau. Ou alors, il faudra qu'on m'explique. Et sur le recyclage des eaux usées aussi, actuellement en France, 1% Oui, c'est ce que je dis. des eaux sont donc recyclées. L'objectif, c'est d'atteindre 10% en 2030. Alors, Comment atteindre justement cet Alors, objectif? ça peut paraître... Moi, ça me paraît peu, mais quand vous regardez, c'est un gros effort. Je vous le dis, il y a déjà, dans l'industrie, beaucoup recyclent l'eau en interne et la reminéralisent pour la rejeter dans les rivières. Déjà, qu'on les autorise à utiliser leur eau recyclée. Déjà, on aura fait un grand pas en avant. Il faut qu'on voit peut-être dans la construction comment on construit les maisons de demain. Enfin, pour l'arrosage du jardin, pour vos toilettes, pour la douche, pour le lave-linge, pour le lave-vaisselle. Est-ce que vous avez besoin d'utiliser de l'eau potable? Non. Travaillons là-dessus. Enfin, tout ça, petit à petit, on va y arriver. Alors moi, au départ, j'étais un peu d'ici. Je me disais, on passe de 1 à 10% quand les Espagnols sont à 70 et les Israéliens à 90. Il faut bien qu'on commence. C'est déjà un bon en avant. Vous avez beaucoup aussi travaillé sur le sujet des zones à faible émission, Oui. ZFE. Ça, c'est pareil. Vous avez 3 heures devant vous. Depuis le 1er janvier 2023, les 11 plus grandes villes françaises interdisent donc à la circulation des véhicules qui sont classés, étiquetés critères 4 et 5. Alors dans 2 ans, toutes les villes de plus de 150 000 habitants devront mettre en place ce dispositif. Les opposants à ce projet dénoncent une entrave à la liberté de circulation, des zones donc d'exclusion sociale pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture moins polluante. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds d'abord que c'est une question de santé publique. Parce que ce n'est pas une entrave, c'est une question de santé publique. 50 000 morts par an. 48 000 morts par an dû à la pollution de 50 000 l'air. morts par an à cause de la pollution atmosphérique. Ça ne peut pas durer comme ça, c'est pas possible. Alors après, je comprends les inquiétudes et c'est bien pour ça que je me suis mis sur ce sujet avec autant de conviction, parce que je veux qu'on y arrive. D'abord, il faut que les gens aient dans la tête que le couperet ne tombera pas en 2025. Mais le couperet final, c'est 2032. C'est là qu'on jugera sur toutes les agglomérations qui doivent déployer des ZFE, si elles sont à l'intérieur des normes de l'OMS ou pas. Sur les 43 nouvelles agglomérations qui ont été annoncées par le ministère, il y en a déjà 9, dont je n'ai pas les noms, je suis désolé, mais il y en a déjà 9 qui n'auront pas besoin de déployer de ZFE parce qu'elles sont en dessous des normes de l'OMS. Donc c'est plutôt pas mal. Pour celles qui sont encore au-dessus, on est juste au-dessus, donc il y a du travail à faire. Ensuite, pour les vignettes critères 4 ou 5, on a alerté le gouvernement. Le gouvernement a commencé à travailler avec les collectivités pour avoir une harmonisation des interdictions et pour voir comment on y arrive. Là où la marche est haute, 4 et 5, on peut y arriver. La marche commence à être haute à l'interdiction des critères 3. Et encore plus haute, là où vous irez à l'interdiction des critères 2. Il n'est pas évident qu'on arrive jusque-là, qu'on ait besoin d'aller jusque-là. Première chose. Deuxième chose, je me bats, je ne suis pas le seul, mais je me bats, c'est un de mes combats, pour qu'on trouve les moyens de fournir aux gens qui vont se retrouver pénalisés les moyens de pouvoir circuler dans ces ZFE en leur proposant des véhicules qu'ils puissent utiliser et qu'ils puissent acheter ou en tout cas utiliser, que ce soit en LOA, par exemple, en location avec option d'achat ou en location longue durée, de manière à pouvoir continuer à circuler. On est sur un dispositif aujourd'hui qui s'appelle Roule, qui veut utiliser ce qu'on appelle les véhicules hors d'usage, mais qui sont roulants, et qu'on va rétrofiter au GPL, au bioéthanol ou à l'électrique, et on aura un leasing pour GPL et bioéthanol qui sera 80 € par mois, sans le problème de la majoration du premier loyer, ni le problème de la réparation du véhicule au bout de 5 ans, puisque ce véhicule retournera là où il aurait dû être dès les premiers jours, c'est-à-dire à la casse. Donc déjà, on offre cette palette-là pour les gens qui ont le moins d'argent possible. Je suis en train de me battre pour qu'on trouve toutes les solutions possibles pour les gens. Voilà, et il n'y a pas de raison, on va y arriver. Moi, l'interdiction du critère 2, je ne la vois pas tout de suite, même pas du critère 3. Vous avez vu qu'en métropole du Grand Paris, ils ont renoncé. Pourquoi? Parce que s'ils enlèvent le critère 3 aujourd'hui, d'accord, eh bien, c'est 2 700 000 véhicules qu'il faut trouver en remplacement, sachant que le but n'est pas de remplacer un véhicule par un véhicule. Mais admettons, or, on produit 1 400 000 véhicules neufs par an. Cherchez l'erreur.
Donc là, encore une fois, principe de réalité, mais ce combat contre la pollution de l'air est essentiel pour nous et pour nos enfants. Pour finir, j'aimerais aussi avoir votre avis sur le travail du président du conseil départemental de l'Essonne qui travaille pour la création de voies de bus express et de voies dédiées au covoiturage pour justement que la grande couronne soit mieux desservie pour le Grand Paris. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et il a raison, regardez-nous sur le département des Yvelines, là, 14 Express. Souvenez-vous quand ça a été lancé. Il y avait un aller le matin, un retour le soir. Aujourd'hui, il y a un aller-retour toutes les heures. Voilà. Et les bus sont pleins. Et il n'y a pas de voie réservée. Donc ça marche. Le covoiturage, les plateformes de covoiturage ont fait énormément d'efforts. Ils ont compris que pour avoir des covoiturés, il fallait jamais bouger le trajet du covoitureur. Parce qu'il ne va pas aller se déplacer pour aller chercher les gens. Je vous prends l'exemple de deux sociétés. Il y a Klaxit et Ecov, je crois, qui ont mis ça en place. Ces plateformes sont rémunérées par les collectivités. D'accord ? Le covoitureur est rémunéré. Le covoituré, lui, il voyage gratuitement. Et ça leur coûte moins cher que de mettre en place un réseau de bus. Donc il y a énormément de solutions sur les territoires qui existent. Il faut les faire remonter, les faire converger, faire en sorte d'abord que toutes les collectivités se parlent pour qu'il y ait un écosystème qui se crée et qui facilite la mobilité des gens. Mais c'est ça la mobilité de demain. Alors ça paraît lointain, ça paraît flou pour les gens, mais je peux vous assurer que ça existe, c'est réel et qu'on va se battre pour le mettre en place partout. Merci beaucoup, Merci Bruno à vous. Millienne, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes député des Yvelines et porte-parole du MoDem. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Radio Sensation et sur TV 78. Très bonne soirée à tous. L'Hebdo Politique.